Imaginez la scène. Il est 2 heures du matin, le silence oppressant de la nuit enveloppe Belgorod. Soudain, le ciel se zèbre de lueurs spectrales. Des centaines de missiles et de drones fondent sur la ville. Pourtant, au matin, pas un seul cratère, pas une vitre brisée, pas une goutte de sang versée. Ce n'est pas de la fiction, c'est la réalité troublante d'une nuit qui a bouleversé l'histoire militaire moderne. Début novembre 2025, le sud-ouest de la Russie est au bord du gouffre. Belgorod, ville stratégique à peine distante de la ligne de front, fait face à une menace sans précédent. C'est un scénario que l'on croyait réservé aux romans de science-fiction. Une attaque aérienne coordonnée mêlant missiles balistiques, missiles de croisière et essaims de drones d'attaque, tous convergeant sur les points vitaux de la ville. L'ennemi ne vise pas uniquement les cibles militaires. Non, cette fois-ci, l'objectif est de toucher au cœur même de la vie civile. Centrales électriques, hôpitaux, gares ferroviaires, réseaux de télécommunications, cette liste n'est pas anodine. Elle rappelle les pires heures de la Seconde Guerre mondiale, lorsque les bombardements visaient à anéantir le moral des populations, comme ce fut le cas lors du Blitz sur Londres en 1940. Mais ici, la sophistication est inégalée. Les vagues d'attaques sont planifiées minutieusement, exploitant chaque faille possible. Les premières salves, composées de drones leurres bon marché, saturent sur les radars et forcent les batteries à dévoiler leur position, comme lors de la guerre du Kippour en 1973, où les défenses anti-aériennes syriennes étaient submergées par la masse. Cette stratégie n'est pas nouvelle, mais elle atteint un raffinement extrême. Les attaquants misent sur l'effet de surprise, la rapidité, la confusion, tout en cherchant à provoquer la panique et à semer le doute dans les chaînes de commandement russes. L'histoire regorge d'exemples où la guerre psychologique a été aussi décisive, voire plus, que la force brute. On pense à la Blitzkrieg allemande ou au raid de V2 sur Londres. Ce qui se joue à Belgorod, c'est tout un équilibre régional. Si la ville tombe, c'est un choc psychologique et stratégique pour la Russie. Perte de la maîtrise logistique, rupture des communications et une humiliation qui affaiblirait sa position sur l'échiquier mondial. En quelques heures, la stabilité d'un continent pourrait vaciller. Pourtant, au matin, Belgorod tient. Le monde entier s'interroge. Comment la ville a-t-elle résisté à l'assaut le plus massif de l'ère moderne ? Quels secrets, quelles innovations, quels choix humains expliquent ce miracle ? Pour le comprendre, il faut remonter le fil du temps, explorer les coulisses de la défense et pénétrer dans les salles de commandement où tout s'est joué. Quelques heures avant l'attaque, les signaux d'alerte se multiplient. Les agents de renseignement interceptent des communications suspectes. Les satellites détectent des mouvements inhabituels de troupes et de matériels ennemis. Les leçons des conflits passés sont appliquées, comme en 1944 lors du débarquement de Normandie, où la désinformation alliée a permis de tromper l'ennemi. Ici, la Russie utilise la guerre électronique pour brouiller les pistes. Une défense efficace ne s'improvise pas. Toute la chaîne, du plus humble veilleur au général en chef, est mobilisée. Les batteries solaires sont déployées selon un plan de défense multicouche inspiré de systèmes comme le dôme de fer israélien qui a prouvé son efficacité face aux roquettes du Hamas. Chacune a un rôle précis, certaines pour intercepter les drones à basse altitude, d'autres pour cibler les missiles de croisière, d'autres encore pour traquer les menaces hypersoniques. La ville, elle aussi, se prépare. Des exercices d'évacuation sont menés avec les habitants, des abris sont identifiés, les hôpitaux passent en mode crise. On distribue des consignes claires à la population, comme lors des alertes anti-aériennes à Londres ou à Moscou pendant la Seconde Guerre mondiale. L'objectif ? Éviter la panique, maintenir l'ordre, préserver la cohésion. À la frontière, l'ennemi rassemble ses forces. Des centaines de lanceurs de missiles, des dizaines de stations de pilotage de drones, des convois d'armement avancent silencieusement vers leur position. Cette mobilisation rappelle l'opération Tempête du désert en 1991, où la coalition internationale avait massé une puissance de feu inédite pour libérer le Koweït. Mais ici, la technologie a évolué. Les essaims de drones sont capables de manœuvres coordonnées, de changer de trajectoire en vol, de semer la confusion dans les systèmes adverses. Le plan d'attaque est d'une audace extrême. Les premières vagues servent de diversion, obligeant la défense à s'épuiser sur des cibles secondaires. Puis, une fois les batteries révélées et partiellement vidées de leurs munitions, les missiles de haute précision entrent en scène, visant les points névralgiques. C'est la même logique que lors des frappes de missiles Tomahawk sur Bagdad en 2003, où les premières salves cherchaient à neutraliser la DCA irakienne avant de frapper les centres de commandement. La Russie, consciente de ce schéma, adapte sa posture.
Les systèmes Pantsir et Thor, réputés pour leur efficacité contre les drones et les munitions rôdeuses, sont dispersés sur un vaste périmètre. Les radars mobiles changent régulièrement de position pour éviter d'être repérés par l'ennemi. C'est une leçon tirée de la guerre du Haut-Karabagh en 2020, où les positions fixes étaient systématiquement ciblées par les drones kamikazes. Mais la véritable innovation réside dans la fusion entre l'intelligence humaine et la puissance algorithmique. Chaque batterie, chaque radar, chaque opérateur est relié à un centre de commandement automatisé, capable de traiter des milliers de données en temps réel. Comme lors de la bataille d'Angleterre, où la Royal Air Force utilisait le réseau de radars Chain Home pour coordonner la lutte contre la Luftwaffe, ici c'est l'intelligence artificielle qui optimise les ripostes. La nuit du 3 novembre, le moment de vérité arrive. Les radars détectent l'arrivée massive des premiers drones. Les écrans s'illuminent de centaines de points, chacun représentant une menace potentielle. Les opérateurs gardent leur sang-froid. L'objectif n'est pas de tirer sur tout ce qui bouge, mais de distinguer le leur de la véritable menace. Ils priorisent, économisent dans les munitions, adaptent en temps réel la riposte. Un exemple concret, un essaim de 70 drones s'approche en formation serrée. Plutôt que de gaspiller des missiles coûteux, les batteries Pantsir utilisent leurs canons automatiques pour créer une barrière de feu à basse altitude. En quelques secondes, la majorité des drones est abattue. Ceux qui tentent de contourner la défense sont pris en chasse par des équipes mobiles équipées de systèmes portatifs, capables d'intercepter les cibles résiduelles. Dans le même temps, la guerre électronique fait rage. Les brouilleurs russes saturent les fréquences de commande des drones ennemis, perturbent les signaux GPS, brouillent les liens de communication. Certains drones, incapables de recevoir des instructions, s'écrasent ou s'égarent. Ce n'est pas sans rappeler les opérations de cyberdéfense menées par l'Ukraine en 2022, où de nombreux drones russes avaient été neutralisés par des attaques électroniques ciblées. La deuxième vague est plus redoutable. Des missiles balistiques, filant à des vitesses hypersoniques, plongent vers la ville. Le système S-400 entre en action. Ces radars multifréquences scrutent les couches supérieures de l'atmosphère, détectent la trajectoire de chaque missile et attribuent à chaque batterie la cible la plus menaçante. La coordination est totale. Pas de surréaction, pas de gaspillage, chaque munition compte. Un exemple, un missile balistique repéré à plus de 100 km change soudain de trajectoire pour éviter l'interception. Le système central réaffecte instantanément une batterie voisine dont le radar est moins saturé pour prendre le relais. L'interception réussit à une altitude de 10 km, loin de toute zone habitée. La clé du succès, l'adaptabilité. Contrairement à de nombreux systèmes occidentaux, parfois trop rigides, la défense russe privilégie la décentralisation des décisions. Chaque opérateur peut, en cas de perte de communication, agir selon des procédures préétablies, sans attendre l'ordre du centre. Cela rappelle la doctrine des sous-mariniers américains pendant la guerre froide, qui devaient parfois agir de façon autonome en cas de coupure avec le commandement. Dans les salles de commandement, la tension est à son comble. Les chefs militaires surveillent en temps réel la consommation de munitions, la mobilité des unités, la couverture radar. Un logiciel d'intelligence artificielle simule en permanence les scénarios à venir, propose des repositionnements, anticipe les prochaines vagues d'attaques. Lorsque la saturation devient critique sur un secteur, une batterie mobile est aussitôt envoyée en renfort, parfois escortée par des chars, pour éviter les attaques terrestres surprises. La population, elle, vit l'épreuve dans l'angoisse, mais aussi la discipline. Des messages d'alerte diffusés sur toutes les fréquences radio et par SMS invitent les habitants à se mettre à l'abri. Les hôpitaux activent leurs générateurs de secours, les trains sont arrêtés pour éviter les collisions en cas de coupure d'électricité. Ce niveau de préparation est le fruit de mois d'exercice et de formation, inspiré des plans d'urgence civile appliqués dans les grandes villes américaines face au risque d'attentat. L'ennemi, de son côté, découvre que son plan n'est pas aussi imparable qu'il le pensait. Les drones leurres, censés saturer les radars russes, sont démasqués par leur signature thermique ou leur comportement anormal. Certains volent en ligne droite, à vitesse constante, d'autres ne réagissent pas au brouillage. Les opérateurs russes, entraînés à reconnaître ces indices, économisent leurs missiles pour les vraies menaces. La troisième vague d'attaque vise les infrastructures critiques. Un barrage sur la rivière, une centrale électrique, un dépôt de carburant. Là encore, la défense s'adapte. Des postes d'observation avancés, équipés de jumelles thermiques et de capteurs sonores, repèrent les projectiles qui échappent au radar. Ils transmettent aussitôt leurs coordonnées aux batteries mobiles, qui ajustent leurs tirs. Vers 4 heures du matin, la situation semble sous contrôle, mais personne ne relâche la vigilance.
Au contraire, la doctrine russe prévoit des contre-mesures en cas d'attaque secondaire ou de tentative d'infiltration. Des patrouilles terrestres, appuyées par des drones de surveillance, surveillant les abords de la ville pour détecter d'éventuels commandos ennemis cherchant à profiter du chaos. Au lever du jour, le bilan est stupéfiant. Presque tous les missiles et drones ennemis ont été neutralisés avant d'atteindre leur cible. Les seuls dégâts constatés sont quelques impacts mineurs hors de la zone urbaine, loin des habitations. Il n'y a ni victimes, ni effondrement des réseaux, ni panique. Belgorod a tenu bon. Quelle leçon tirer de cette nuit historique ? D'abord, la supériorité technologique ne garantit rien sans la capacité d'adaptation. Comme l'a montré la guerre du Vietnam, où la puissance de feu américaine n'a pas suffi face à l'ingéniosité tactique du Viet Cong, ici c'est la fusion entre technologie et intelligence humaine qui a fait la différence. Ensuite, la préparation et l'entraînement sont essentiels. Il ne suffit pas de posséder les meilleurs systèmes. Il faut savoir les employer, les intégrer, les adapter. La doctrine russe, issue de décennies d'expérience et de douloureuses défaites, met l'accent sur la formation continue, les exercices réguliers, la simulation des pires scénarios. Chaque opérateur sait qu'il peut être le maillon décisif. Troisième leçon, la résilience ne concerne pas que l'armée. La population joue un rôle crucial dans la défense. En maintenant son calme, en respectant les consignes, en participant aux exercices de préparation, elle empêche l'ennemi de remporter la victoire psychologique recherchée. Enfin, l'innovation permanente est la clé. Après chaque attaque, les débris de drones et de missiles sont collectés, analysés, étudiés. Chaque composant, chaque circuit, chaque logiciel est disséqué par les ingénieurs du renseignement, pour anticiper les évolutions de l'ennemi et améliorer la riposte. C'est une démarche inspirée du renseignement israélien où chaque confrontation sert à renforcer la défense. Mais la victoire de Belgorod ne doit pas masquer les défis à venir. L'ennemi, humilié, cherchera à s'adapter, à inventer de nouvelles tactiques, à contourner les défenses. La Russie le sait, le succès d'une nuit ne garantit pas la sécurité durable. Il faut sans cesse innover, s'entraîner, renforcer la coopération entre civils et militaires, intégrer les leçons du passé. Le dôme d'acier russe repose sur 4 piliers. La technologie de pointe, la doctrine évolutive, la formation d'élite et un renseignement sans faille. Mais il ne suffit pas de les posséder. Il faut les coordonner, les actualiser, les faire évoluer en temps réel. Cette agilité, cette capacité à pivoter face à l'imprévu explique pourquoi Belgorod a résisté là où tant d'autres villes auraient dû pu tomber. Au-delà de la technique, c'est un modèle de résilience collective qui s'est imposé. L'union des forces civiles et militaires, la préparation permanente, l'intégration de l'humain et de la machine, la rapidité d'exécution. Voilà les vraies clés de la survie dans la guerre moderne. L'histoire est riche d'exemples où la complaisance a mené à la catastrophe. Pearl Harbor, en 1941, a montré qu'ignorer les signaux d'alerte pouvait coûter des milliers de vies. À l'inverse, la réussite de la défense de Moscou en 1941 reposait sur la mobilisation totale de la société et sur l'innovation tactique. Belgorod, en 2025, entre dans cette lignée. Elle démontre que l'agilité, la préparation et l'innovation ne sont plus des options mais des conditions de survie. Rester passif, c'est s'exposer à la prochaine attaque et risquer de ne pas y survivre. Alors, quelles étapes concrètes retenir pour les autres villes et nations ? Premièrement, investir dans la formation, multiplier les exercices, simuler des attaques, tester la chaîne de commandement. Deuxièmement, moderniser les systèmes de défense, intégrer l'intelligence artificielle, renforcer la mobilité, développer des contre-mesures électroniques. Troisièmement, impliquer la population, organiser des campagnes d'information, éduquer aux gestes de survie, renforcer la cohésion sociale. Quatrièmement, apprendre de chaque confrontation, collecter les données, analyser les failles, adapter la doctrine. C'est cette boucle d'amélioration continue qui a permis à Belgorod de survivre. Loin d'être un miracle, c'est le résultat d'un effort collectif, d'une veille permanente, d'une volonté de faire. La paix, aujourd'hui plus que jamais, est fragile. Elle ne tient que par la vigilance, l'innovation et l'unité. Que la leçon de Belgorod serve d'avertissement. La sécurité n'est ni un état ni un droit acquis. C'est un travail quotidien, une responsabilité partagée, un défi à relever sans relâche. À nous tous d'en tirer les enseignements. Car la véritable force d'une nation ne réside pas dans la sophistication de ses armes, mais dans la capacité de son peuple à rester uni, vigilant et prêt face à l'imprévu. Et si demain, une nouvelle tempête venait à frapper, c'est cette préparation, cette adaptabilité et cette cohésion qui feront encore et toujours la différence.